Bonjour à toutes et à tous. Merci encore une fois d'être parmi nous, notamment à vous, Benoît et Djihad. Donc je suis, en effet Caroline Rodriguez, je suis responsable de l'innovation chez Cure, et aujourd'hui on vous présente notre première masterclass sur le sujet du microbiote intestinal, qui est un sujet en pleine révolution, scientifique, et qui est, pour moi en tout cas passionnant. Merci à tous les 2 d'être ici. Donc je vais vous présenter, très brièvement. Donc, nous sommes avec, Benoît Chassaing, qui est directeur de l'unité microbiote hôte à l'Institut Pasteur et avec Djihad Hadjadj, qui est, chercheur, en épigénomique et en cancérologie à l'Institut Cochin, également, maître de conférence à l'Institut Cochin. Est-ce que vous pourriez, brièvement nous expliquer sur quoi portent, vos travaux de recherche? Bonjour à tous, merci déjà d'être venus. Alors nous, on travaille sur le microbiote intestinal. C'est vraiment le microbiote intestinal qui est au centre de nos recherches et on essaie, si on place le microbiote intestinal au centre, on essaie de comprendre tout ce qu'il y a en amont, c'est-à-dire tout ce qui le régule, tout ce qui le façonne, donc principalement l'alimentation, les fibres, et cetera, et on essaie de comprendre aussi tout ce qu'il y a en aval, c'est-à-dire comment ce microbiote peut conduire à tout un tas de pathologies inflammatoires chroniques, mais aussi à la bonne santé intestinale. Et donc, nous, à l'Institut Cochin, on travaille plutôt sur des thématiques liées au cancer et aux cancers rares. Donc on est plutôt dans, la partie, pathologique et en fait, ce qu'on observe de plus en plus, c'est qu'on a des liens, parfois qui peuvent se faire, même si, ils sont difficiles à démontrer, entre le microbiote et la survenue de certaines tumeurs. On C'est un sujet de recherche, fascinant, complexe Mmh. et parfois on est très content de pouvoir échanger justement avec, des spécialistes du domaine comme Benoît et donc voilà. Génial, merci beaucoup. Alors en effet, le microbiote intestinal, est impliqué dans de nombreuses pathologies, mais c'est aussi surtout un levier, pour maintenir sa santé et son bien-être, et donc c'est surtout, autour de ça qu'on va échanger aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer, enfin une définition très simple de ce qu'est le microbiote intestinal et à quoi il sert? Alors, le microbiote intestinal, c'est ce qu'on appelait avant la flore, ce que nos parents ou nos grands-parents appelaient la flore intestinale. Donc, ça va être toutes ces bactéries, virus, champignons, parasites même, qui colonisent notre intestin. Et du coup, c'est vraiment tous ces micro-organismes qui colonisent l'intestin. Alors, il faut voir l'intestin comme connecté à l'environnement, c'est-à-dire que toutes les surfaces de notre corps qui sont connectées à l'environnement vont avoir un microbiote. On dit la nature n'aime pas le vide. Donc, il y a le microbiote vaginal, il y a le microbiote pulmonaire, il y a le microbiote de la peau et il y a aussi le microbiote intestinal puisqu'il faut voir ça comme connecté à l'extérieur, entre la bouche et l'anus. On est connecté à l'extérieur. Quelques chiffres rapides, on estime qu'il y a environ 100 000 milliards de micro-organismes dans ce microbiote intestinal. On estime que ça représente entre 2 et 3 kilos par personne. Donc voilà, vous imaginez un petit peu cette quantité assez astronomique de micro-organismes qui vit en nous. Et ce qui est important aussi, on va en reparler, c'est qu'on parle de 100 000 milliards de micro-organismes, mais ce n'est pas un micro-organisme qui est présent 100 000 milliards de fois, c'est des dizaines, des centaines, voire même chez certaines personnes, des milliers d'espèces qui cohabitent. Certaines espèces sont abondantes, certaines espèces sont beaucoup moins abondantes. Il y a certaines bactéries qu'on est tous à partager, il y a certaines bactéries, tout le monde dans cette pièce la possède dans son microbiote. D'autres bactéries, je suis la seule à l'avoir, d'autres bactéries, tu es la seule à l'avoir. Donc voilà, vraiment garder en tête cette complexité du microbiote intestinal. Si je devais ajouter un point par rapport à ce que vient de dire Benoît et ce que je trouve moi fascinant aussi, c'est, finalement, en tant que généticien, on a toujours tendance à revenir à nos gènes et en fait, je réalise de plus en plus je travaille sur ces thématiques-là, qu'on est plus, bactérique, qu'humain finalement, on est plus microbiote qu'humain, et le deuxième aspect, c'est le caractère très dynamique de ce microbiote, donc on est tous des écosystèmes en fait dans lesquels il y a des échanges qui s'opèrent entre les bactéries avec les cellules humaines et ce caractère dynamique est extrêmement important et va définir parfois les frontières et les limites entre être en bonne santé, comme on dit, ou être en équilibre et entre ces ruptures d'équilibre qui peuvent causer des troubles, particuliers qu'on va pouvoir aborder plus tard. Et certains le disent d'ailleurs, certaines personnes, et c'est factuellement vrai, qu'on est plus microbien que humain, puisqu'on estime qu'on a plus dans notre intestin de bactéries, de champignons que de nos propres cellules humaines à nous. Et pareil au niveau des gènes, il y a beaucoup plus de gènes, à peu près 10 fois, alors c'est difficile à quantifier, mais il y aurait à peu près 10 fois plus de gènes, exprimés, synthétisés par les bactéries dans notre intestin que nous de notre propre génome humain. Donc on est en quelque sorte un petit peu plus microbien que humain. Ouais. Oui, c'est incroyable, et d'ailleurs ça fait pas si longtemps que ça au final qu'on a découvert ça, si je me trompe pas, c'était il y a une vingtaine, trentaine d'années?
Oui, alors, on peut faire un petit historique vraiment très, très rapide du microbiote intestinal. Ça fait quand même très longtemps qu'on a découvert, si je peux dire, qu'il existait des bactéries. En fait, on l'attribue à, la première personne qui a mis au point le microscope, le tout premier microscope qui en fait utilisait une petite goutte de verre, avec laquelle cette personne s'était amusée à gratter sa plaque dentaire et en fait, avec ce tout premier microscope, on parle dans les années 1600, il avait observé qu'il y avait en effet des petites formes, des petites choses qui bougeaient, des bacté alors il n'avait pas encore vraiment identifié ce que c'était, mais on lui attribue à cette personne la découverte du microbiote intestinal. Mais voilà, après il a fallu des siècles et des siècles d'avancées et c'est que durant, comme tu le disais, les 20-30 dernières années où vraiment avec la technologie de séquençage, l'utilisation d'animaux sans microbiote à qui on peut transférer les microbiotes et cetera, c'est vraiment durant ces 20-25 dernières années où on a découvert le rôle, en fait, les rôles joués par le microbiote intestinal. Et donc justement, quand on étudie les animaux sans microbiote, on se rend compte qu'ils développent plein de maladies, en fait, et c'est là qu'on s'est rendu compte que le microbiote était super important pour la santé. Au début, on pensait qu'il servait uniquement à la digestion, puis on s'est rendu compte qu'en fait, ça servait aussi, d'un point de vue immunitaire, et maintenant, de plus en plus, on comprend son rôle sur d'autres sphères de la santé, notamment la santé de la peau, la santé, vaginale, mais aussi l'humeur, le stress et cetera. Enfin, il y a plein de domaines qui s'ouvrent à nous comme ça. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu, en quoi est-ce qu'il est connecté à tous ces domaines? Moi, je voulais juste, sur le point d'avant, juste rebondir sur, une notion, le comme tu le dis, c'est l'émergence vraiment des nouvelles technologies de séquençage qui nous permet justement d'aller faire de la métagénomique, c'est-à-dire aller regarder toutes ces compositions bactériennes. Et Benoît a mentionné au début les différents organes, qui sont connus aujourd'hui pour contenir du microbiote, même si je pense qu'en fait, il y en a beaucoup plus, mais que parfois certains sont plus difficiles à analyser que d'autres. Et il y a un aspect qui, moi, me fascine aussi, c'est dans les échanges, on en parlait juste avant, enfant-mère, il peut exister des transmissions de microbiote qui se font notamment par l'allaitement. Et donc ces transmissions et ces échanges sont vraiment, on commence à les comprendre, on commence à les observer, du moins à les quantifier, mais il reste encore très difficile d'établir souvent des liens de causalité, pour vraiment savoir est-ce que c'est et comment on les mesure, comment on les contrôle, donc j'aimerais beaucoup avoir ton avis sur ces aspects-là, Bah, il nous reste encore je pense qu'il nous reste encore vraiment beaucoup de choses à comprendre, notamment sur si on parle de l'accouchement qui est en fait le fœtus né, du moins le nouveau-né né stérile et c'est vraiment au moment de l'accouchement où il va acquérir les premières bactéries de son microbiote. On sait qu'il existe des différences entre naître par voie basse, par, voie naturelle, si je puis dire, versus le césarienne. Mais encore une fois, comme on en discutait juste avant, comme c'est un champ de recherche qui est très, très nouveau, on sait qu'il y a des différences de microbiote entre des enfants qui sont nés par césarienne versus par voie naturelle, mais on ne sait pas encore forcément quelles vont être les conséquences. Il y a des associations, c'est-à-dire qu'on sait que les enfants, par exemple, nés par césarienne ont un risque accru de développer de l'allergie, de l'asthme, et cetera. Est-ce que c'est parce qu'ils acquièrent à la naissance un mauvais microbiote? Probablement, il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir sur en fait, cette acquisition et cette transmission mère-enfant du microbiote. et sur l'établissement aussi, ce que je trouve fascinant, c'est que ça arrive très, très tôt, en fait. Ce microbiote, sa diversité, elle est établie très, très tôt au cours du développement, et finalement, sa stabilité quand même, elle est sujette à question, mais je pense que au global, on est avec déjà un bagage, Oui, alors le microbiote s'établit durant les 2-3 premières années de la vie. Et ensuite, est-ce que le microbiote est stable ou non stable? Ça, c'est encore, voilà, il nous reste encore beaucoup de choses à étudier. Nous, on a fait des études au laboratoire, où on regardait comment le microbiote s'établissait, comment est-ce que le microbiote était stable ou non au cours de la vie. Et clairement, on a tous un microbiote qui nous est propre et unique, qui va rester relativement stable, mais si on le perturbe, en positif ou en négatif, hein, d'ailleurs, on a quand même une marge d'action pour le moduler, le modifier et éventuellement, impacter la trajectoire santé qui va en découler. Alors on dit, pour revenir sur ce que vous disiez, on entend souvent, parler des parents, qui veulent, mettre leur enfant dans la boue, pour qu'il puisse avoir un bon système immunitaire. Est-ce que c'est lié au microbiote, ça? Alors oui, alors c'est un petit peu c'est, la démarche inverse. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y a eu cette démarche vraiment d'ultra, hygiénisme, si je puis dire, de se dire que voilà, toutes les moi, ma grand-mère, hein, bactéries par définition étaient, étaient synonymes de pathologie, d'infection, de maladie et cetera. Donc on a eu pendant très longtemps, moi quand j'étais à l'école et même il n'y a pas si longtemps que ça, mon enfant à la crèche, où vraiment il fallait désinfecter, nettoyer, javeliser, et cetera. Alors bien sûr, en période de covid ou en période de gastro, se laver les mains, bien entendu. Mais au quotidien, faire des bains de bouche alors qu'on n'a pas d'infection et cetera, ça pose quand même vraiment des questions. Et du coup, voilà, c'est poser la question de se dire qu'il y a un fameux livre
qui a été écrit par un grand chercheur sur le microbiote au Canada, qui s'appelait, «Laissez-leur manger de la boue», où justement il expliquait qu'en gros cette colonisation par toutes ces bactéries de l'environnement et cetera, lors de notre période les plus courtes, les plus jeunes dans la vie, peut avoir un rôle en fait très, très protecteur au niveau du microbiote intestinal. Ce que je trouve aussi fascinant sur cet aspect-là et qui lève en fait ma frustration de généticien, quand on travaille sur la génétique, on a un côté, caractère inéluctable. C'est-à-dire on est avec, certaines séries de gènes et finalement une certaine série de variations et on ne peut pas trop les modifier, on ne peut pas les changer. Il existe des interventions en thérapie génique sur des pathologies, mais ce que je trouve fascinant avec le microbiote, c'est notre capacité justement à potentiellement essayer de le moduler et ça passe par des comportements, de tous les jours, tu parlais, éviter, des comportements peut-être ultra hygiénistes ou autres, mais il y a aussi, notre consommation, notre alimentation, notre pratique sportive, qui peut jouer un rôle et moduler ce microbiote et finalement le caractère modulable de ce microbiote, c'est pour moi est hyper intéressant et hyper positif, à véhiculer comme message, je trouve. Et Ouais. ça serait quoi justement à chacun si vous deviez donner 3 conseils pour moduler favorablement son microbiote? Les 3 top conseils et après vous nous direz les 3 pires choses. Je peux commencer avec les 3 top conseils. On sait très bien que, toute cette, écosystème intestinal va se nourrir des aliments qu'on ingère. Donc clairement, avoir une alimentation riche, équilibrée et variée, surtout la plus variée possible, pour nourrir son microbiote, ça c'est clairement, clairement quelque chose qu'il faut favoriser. On a longtemps dit, 5 fruits et légumes par jour. Au final, on se rend compte que si on mange les mêmes 5 fruits et légumes tous les jours, on va toujours nourrir les mêmes bactéries. Donc on en est plutôt maintenant au concept de 25 fruits, légumes, légumineuses par semaine. Le fait de se dire, voilà, de manger de la diversité. Les légumineuses sont très, très importantes puisqu'elles contiennent des fibres qui vont venir nourrir le microbiote. Donc voilà, là, clairement, alimentation riche et équilibrée en favorisant au maximum les apports divers en fruits, légumes, légumineuses. Ça, ce serait le 1er aspect positif. 2e aspect positif, il y a la pratique du sport. Ça, on sait clairement que la pratique du sport va favoriser un microbiote en bonne santé, un microbiote riche et diversifié et bien sûr aussi éviter, tout ce qui va être traitement antibiotique. Alors bien sûr, hein, les traitements antibiotiques sont parfois, nécessaires et bien parfois on ne peut pas s'en passer. Mais dès qu'on peut s'en passer, essayer vraiment au maximum d'éviter, ces antibiotiques qui vont cibler un agent infectieux, mais qui vont agir vraiment comme une bombe atomique au niveau de notre microbiote et vraiment le décaper, l'éroder. Donc voilà les 3 conseils que je pourrais donner pour garder un microbiote en bonne santé. Je veux dire aussi au quotidien, dans les produits d'hygiène qui peuvent être utilisés parfois, être regardant aussi sur, les types de composés qui peuvent être présents, même si les liens sont difficiles à établir, mais bon, éviter, des produits qui vont justement, comme disait Benoît, décaper absolument tout ce qui existe, sur une surface donnée. Avoir, bien sûr une pratique, de lavage des mains, voilà, de certaines surfaces, mais ne pas non plus pousser à l'extrême, le caractère hygiéniste, je dirais que c'est un conseil aussi, assez facile à mettre en place finalement. Totalement et donc tu parlais du sport, est-ce que c'est lié, au fait que quand on fait du sport, on est moins stressé, on dort mieux et du coup c'est par ces mécanismes que ça a un effet bénéfique sur le microbiote? Oui, alors i ce qu'il y a de fascinant, le lien microbiote, sport, c'est que ça fonctionne dans les 2 sens, comme très souvent en fait avec le microbiote, ça fonctionne souvent dans les 2 sens. C'est que clairement la pratique du sport va favoriser un microbiote, en bonne santé via le relargage de certains métabolites. En général, ça s'accompagne aussi d'une alimentation, qui est aussi riche, équilibrée. Donc, tout ça, on rentre dans un cercle vertueux en fait de bonne interaction avec son microbiote. Il y a d'autres, interactions. Le sport peut avoir un effet anti-inflammatoire aussi au niveau de l'intestin, donc du coup, on va aussi favoriser un microbiote riche et diversifié et comme je le disais, ça fonctionne dans les 2 sens. C'est qu'il y a aussi des super belles études qui montrent qu'un microbiote riche et diversifié va favoriser, la pratique du sport. Il y a notamment des super belles études, qui ont été faites sur des marathoniens, alors des marathoniens de très haut niveau, où en fait, ils montraient que dans le microbiote de certains marathoniens, il y avait des bactéries qui permettaient de mieux détoxifier, certains métabolites qui sont produits durant les longs efforts tels que le marathon et qui en fait donnait un léger avantage compétitif à ces ultramarathoniens. Donc c'est ce qu'il y a de fascinant avec le microbiote et c'est toujours le cas. Ça fonctionne un petit peu dans les 2 sens. C'est cool, bientôt dans le sport, Exactement et on du va coup, doper ça son microbiote, s'était posé la question en fait de savoir si ces personnes qui, prenaient ces bactéries en plus, c'était du dopage ou pas et ouais, 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 c'est vraiment fascinant. En fait, ça entre même dans les plans maintenant de micronutrition de certains sportifs. Bon, en l'occurrence, on parle de haut niveau, mais je pense que ça peut s'appliquer à une échelle beaucoup plus, commune, hein, on n'est pas obligé de faire, des marathons tous les jours pour, se ressentir un bénéfice du moins de la pratique sportive et la modulation du microbiote, est vraiment un paramètre qui commence à être pris en compte par certains sportifs. On voit qu'ils adaptent, leur alimentation aussi, en ce sens et que ça a vraiment des impacts clairs
sur leur récupération notamment. Tu parlais de détoxifier, la récupération est un élément clé du sportif parce qu'il faut qu'il soit capable de répéter l'effort à plusieurs reprises et finalement, disposer de cet outil supplémentaire, a débloqué, certains dans leur pratique, au quotidien, ouais. Et pareil dans certaines pathologies, alors on va moins parler des aspects pathologiques. Bien sûr, le microbiote joue un rôle clé aussi dans tout un tas de pathologies inflammatoires chroniques si on n'en prend pas soin, s'il est dérégulé, et cetera. Et là aussi, en fait, est-ce qu'on peut, au sein de groupes de patients, notamment des patients atteints de maladie de Crohn ou diabète de type 2, est-ce qu'on peut, via des analyses de microbiote, identifier quelle serait la meilleure alimentation pour ces patients? Il y a aussi tout un tas de recherches qui sont en cours sur cette thématique-là. Et pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, il y a ce parallèle avec la génétique, moi je le trouve assez fascinant. C'est-à-dire que je me souviens quand j'étais encore en études, quand on a séquencé le premier génome humain en 1999, il me semble, 1999-2000, et on s'est dit, ah bah, on a le séquençage du génome humain, on va pouvoir soigner toutes les maladies génétiques. En fait, c'était beaucoup plus compliqué que ça. La thérapie génique, c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on anticipait à l'époque. Par contre, avec le microbiote, on a quand même un levier d'action pour aller modifier le microbiote. Modifier les génomes, c'est Ouais, possible, mais très compliqué. Modifier, moduler le microbiote via la prise de accessible. probiotiques, prébiotiques, changement d'alimentation, stratification des patients en fonction des signatures microbiote, etc. Il y a vraiment des choses à faire. Il y a tout un tas d'essais cliniques. Il n'y a pas encore grand-chose vraiment en clinique, mais il y a tout un tas d'essais cliniques sur ces aspects-là. Ouais. Oui, vous parliez aussi des prébiotiques, des probiotiques, on parle aussi maintenant des postbiotiques. Mhm. Est-ce que vous pourriez clarifier un peu, tout ça? Alors on va le faire dans l'ordre. Les prébiotiques, ça va être des sources d'aliments, notamment des fibres, c'est principalement des fibres solubles et c'est en fait ces prébiotiques qui vont venir nourrir le microbiote, nourrir principalement les bonnes bactéries de notre microbiote. Donc ça, les prébiotiques, c'est vraiment la source d'aliments pour les bactéries. Ensuite, on a les probiotiques qui, elles, vont être les bactéries en elles-mêmes. Donc, il y a les probiotiques d'ancienne génération, les probiotiques de nouvelle génération. Donc, ça va être des bactéries qu'on va pouvoir prendre en capsule et qui vont pouvoir, pour certaines, coloniser notre intestin et participer à certains effets bénéfiques. Et ensuite, on a l'étape d'après qui sont les postbiotiques, qui vont être toutes ces petites molécules qui vont être synthétisées, générées en général par ces probiotiques et qui vont pouvoir conduire à un impact positif aussi, en général sur la santé. Pendant très longtemps, ce qui était beaucoup proposé, notamment dans le commerce, pour être moi-même, consommateur de probiotiques et de prébiotiques, c'était très souvent des probiotiques qui étaient proposés puisque c'était le plus facile finalement à comprendre, à mettre à la disposition, aussi, dans le grand public et puis, là, dernièrement, on voit émerger justement et je pense que c'est tout l'objet en partie de ton travail aussi Caroline, des produits qui incluent véritablement ces 3 aspects. Et bon là, l'exemple ne fait pas la règle, hein. Pour être moi-même consommateur, de certains de ces produits, j'ai noté des différences, assez importantes, que ce soit, sur mon bien-être, intestinal, que ce soit sur ma récupération, par rapport on parlait de marathon tout à l'heure, je pratique énormément de courses à pied et donc je note des différences, je pense aussi parce qu'il y a une amélioration globale de mon hygiène de vie qui est associée à cette prise de probiotiques et de prébiotiques et de postbiotiques et donc je trouve extrêmement intéressant qu'il existe aujourd'hui ce type de produit disponible. Après, voilà, il faut s'y habituer et mais voilà, cet aspect-là, je le trouvais, Et pour en revenir, on peut pas parler de probiotiques pendant 1 heure sans parler de Elie Natchnikov qui travaillait en fait sur le campus où je suis actuellement, sur le campus de l'Institut Pasteur, qui travaillait sur certains aspects de l'immunité et qui est en fait le premier à avoir, alors c'est pas il n'a pas découvert le probiotique, mais c'est le premier à avoir émis ce concept que potentiellement certaines bactéries pourraient être bénéfiques sur la santé. Et en fait, ce qu'il s'était rendu compte, Elie Natchnikov, c'était lors de voyages, il s'était rendu compte que certaines populations en Bulgarie avaient une espérance de vie qui était largement au-dessus de la moyenne et il se trouvait que c'était des populations qui mangeaient énormément, énormément de produits fermentés. Pour être déjà allé en Bulgarie, je vous assure que c'est vrai, il y a énormément de produits fermentés qui sont consommés en Bulgarie, notamment laitiers. Et en fait, il s'est rendu compte de cette association et il avait écrit un livre, où justement il décrivait que peut-être il y avait un lien entre la consommation de tous ces produits fermentés, ces probiotiques et cetera et potentiellement l'allongement de l'espérance de vie. Donc ça, c'était un petit peu la découverte du concept de probiotiques, mais de plus en plus, voilà, on se rend bien compte que prendre des probiotiques, si on ne prend pas les bons aliments qui pourraient les nourrir, les prébiotiques, probablement on va prendre des probiotiques qui vont disparaître si on n'a pas une alimentation adéquate. Donc se pose la question de combiner en fait probiotiques et prébiotiques pour pouvoir non seulement avoir les bonnes bactéries, mais leur permettre de synthétiser le bon impact sur la santé intestinale. juste si je peux rebondir sur cette notion d'immunité aussi, ce qui est assez fascinant aussi, c'est, réaliser que notre microbiote
et joue finalement un rôle presque d'entraîneur, de coach pour, notre système immunitaire puisqu'en fait, dans notre intestin, il s'avère qu'il y a une très grande population de cellules immunitaires qui sont là et qui sont au contact direct et qui ont des échanges avec le microbiote qui est présent. Et donc pouvoir faire en sorte que ce microbiote se sente bien déjà lui, en préparant le terrain comme tu disais avec des prébiotiques, ça va aider justement à améliorer notre système immunitaire, améliorer nos défenses. Donc au-delà même de la pratique sportive, même dans notre vie de tous les jours en termes de protection immunitaire par rapport aux autres micro-organismes qui peuvent au contraire être néfastes pour nous, c'est vraiment essentiel d'avoir, cette alimentation, équilibrée et d'avoir recours à ce type de produits. On estime que c'est les 3/4 en fait du système immunitaire qui est présent dans notre intestin. Donc du coup, voilà, C'est vraiment on met important, encore hein. un peu plus en avant l'importance d'avoir cette alimentation et cette bonne santé intestinale pour avoir une bonne santé immunitaire et bien sûr se protéger contre toutes les maladies où l'inflammation, l'immunité est pas très loin et on parle quasiment de toutes les pathologies chroniques quand on parle de ça. Ouais. Et donc on parlait des bonnes choses à faire pour protéger son microbiote. On a aussi dit que l'usage des antibiotiques, c'était très néfaste. Évidemment, il faut les utiliser quand il y en a besoin, mais en tout cas, à limiter quand c'est possible. Est-ce que dans l'alimentation aussi ou dans les habitudes de vie, il y a des choses qui sont très néfastes comme ça pour le microbiote et qui sont évitables? Alors nous, c'est vraiment ce qu'on étudie nous au laboratoire. On travaille beaucoup sur l'alimentation et notamment l'alimentation ultra transformée. Qui en fait alors on va pas on pourrait en parler pendant des heures, mais l'alimentation ultra transformée est caractérisée par plein d'aspects, notamment la présence en général de gras, de sel, de sucre, mais aussi la présence de nombreux additifs alimentaires et nous au laboratoire, on est en train de montrer que certains de ces additifs on a des essais cliniques en cours chez la personne humaine et cetera. On est en train de montrer que ces additifs peuvent agir vraiment de manière un petit peu comme des antibiotiques en fait, vont venir éroder, décaper ce microbiote intestinal et pourrait potentiellement participer à certaines pathologies chroniques. Donc ouais, clairement, l'alimentation transformée, ultra transformée peut avoir un rôle négatif sur notre microbiote intestinal. Ouais. Et le sucre aussi, non? Beaucoup de sucre ou pas forcément? Le sucre est absorbé plutôt haut dans l'intestin, Ouais, c'est pas donc il y a peu alors il y a un gradient en fait, hein, dans l'intestin. C'est-à-dire qu'au tout début, jusqu'à l'estomac, il y a très peu de bactéries parce que c'est très acide en fait. C'est pas forcément un bon endroit pour les bactéries, l'estomac. Ensuite, on passe dans le petit intestin, là, il y en a de plus en plus, mais ça reste quand même, un endroit, assez acide où il y a toutes les acides biliaires et cetera, donc c'est quand même, pas très, bon pour les bactéries et ensuite on passe dans le gros intestin, le côlon, où là, on va avoir vraiment la plus grosse, quantité de bactéries, c'est au niveau du côlon, du large intestin et là, les sucres sont absorbés très haut, donc il y a pas forcément de lien, mais par contre, sur les édulcorants, il y a des super belles études qui montrent que si on remplace le sucre par des édulcorants, OK, on ne prend pas de sucre, mais ces édulcorants, en fait, la majorité, certains ne sont pas métabolisables, donc ils vont transiter, ils peuvent atteindre le côlon et là, ils peuvent également venir tuer certaines bonnes bactéries, favoriser la pullulation d'autres mauvaises bactéries. Donc voilà, se pose la question, en fait, de remplacer le sucre par les édulcorants. Ça aussi, c'est une question, où il y a encore beaucoup mmh. de recherches à faire. Il me semble, également, Benoît, ce que tu disais par rapport à cette alimentation transformée, certains conservateurs aussi, présents à ajouter, les additifs qui sont au-delà du sel et les additifs supplémentaires, des molécules qui sont rajoutées, parfois pour aider à la conservation longue durée, peuvent impacter, de manière assez néfaste la di parce qu'on finalement, quand on dit ça impacte ça décape, en fait, ça impacte la diversité de vos bactéries. Ce qui peut se passer aussi, c'est je pense qu'on abordera tout à l'heure, peut-être les cas de dysbiose où en fait, on va avoir certaines bactéries, qui vont prendre le dessus et du coup, il va y avoir un déséquilibre qui se crée et c'est ce déséquilibre qui est en partie responsable des défaillances qu'on va observer, au niveau de certains organes et donc je pense que l'alimentation transformée à éviter le plus possible, bon, est parfois difficile, hein, on le fait tous, hein, de temps en temps le midi, parfois, dans une ville, comme Paris, il est parfois difficile de trouver à s'alimenter de manière, équilibrée et saine. Mais voilà, c'est toujours dans, essayer de limiter au maximum, ce type d'alimentation. Déjà, c'est pas très nutritif, et en plus, ça peut avoir des dommages, très importants sur, notamment notre microbiote. Oui et qui du coup, par répercussion, a un impact sur l'énergie, sur la digestion, sur l'immunité, enfin sur tout un tas de sphères, de la santé. Juste pour revenir sur cet aspect de diversité, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé et merci de le mentionner. Vraiment, il faut garder en tête, je l'ai dit au tout début, mais le microbiote, c'est pas une bactérie. C'est des dizaines, des centaines, voire des milliers d'espèces et il y a clairement un consensus. Toutes les études montrent que plus un microbiote est riche, plus un microbiote est diversifié, plus on a de bactéries différentes, en meilleure santé ce microbiote est et il va vraiment conduire à la bonne santé. Inversement, quand on va perdre des bactéries, perdre de la richesse parce qu'on prend des antibiotiques, parce qu'on prend des additifs, parce qu'on mange pas de fibres pour nourrir notre microbiote, ce microbiote, en perdant de la diversité,
peut conduire à certaines pathologies. Donc vraiment, il faut garder en tête qu'un microbiote riche et diversifié, c'est ce qu'il faut favoriser pour se protéger contre toutes ces pathologies inflammatoires. Et c'est aussi pour ça qu'il faut avoir une alimentation et notamment un apport en fibres riche et diversifié, Exactement, des fibres ouais. très différentes. Alors il y a, on a vu, hein, il y a pas mal de personnes qui ont le syndrome du côlon irritable, à qui on déconseille, enfin en tout cas il y a quelques années, on déconseillait de manger certaines fibres, qu'on appelle les FODMAP. C'est quoi votre avis sur ça du coup? Parce que d'un côté on dit qu'il faut avoir le maximum de diversité de fibres et d'un autre qu'il faut en limiter certaines. Est-ce qu'il y a eu des évolutions sur ça? Non, non, ouais, c'est clairement le cas et en fait, si alors il y a encore beaucoup de recherches à faire, mais en fait, se pose la question vraiment de ce qu'il faut recommander et faire avant la pathologie versus pendant la pathologie et clairement, manger des fibres pour nourrir notre microbiote si on n'est pas malade, clairement toutes les études épidémiologiques, les études mécanistiques montrent que c'est le cas et cetera. Ensuite se pose la question de certains patients qui ont le syndrome de l'intestin irritable où il va y avoir des dysfonctionnements, production de beaucoup de gaz et cetera. Un intestin qui va être, irrité en fait, inflammé, irrité, pas forcément inflammé, mais irrité, très sensible et du coup se pose la question dans ce cas-là, potentiellement de manger beaucoup de fibres va pouvoir conduire à la production de gaz, fermentation et du coup, participer à la distension de l'intestin et éventuellement, aggraver les symptômes. Donc se pose vraiment la question de savoir ce qu'il faut faire avant la pathologie et là clairement, il y a un consensus. Pendant la pathologie, c'est un petit peu plus compliqué. Il y aurait des patients qui continueraient de bien tolérer les fibres, d'autres patients qui feraient mieux d'arrêter. Là encore se pose la question un peu de la médecine personnalisée. Il y a beaucoup d'essais cliniques sur ces aspects-là en ce moment. Mais clairement, chez certains patients IBS, enlever certains types de fibres de l'alimentation a un effet très très bénéfique parce qu'en fait, ils n'ont plus le bon microbiote Mmh. pour digérer ces fibres. Ouais. Je pense que ce qui rend complexe parfois l'interprétation justement de ces microbiotes, c'est qu'ils sont, tu le disais au début Benoît, parfois uniques à chaque personne va avoir sa signature de microbiote, même si on partage des bactéries, et on partage des micro-organismes en commun entre les individus. Selon les espaces que vous allez fréquenter, si c'est les mêmes, des personnes d'une même famille vont avoir tendance, de par l'environnement qu'ils ont et peut-être la génétique qu'ils ont héritée aussi, à avoir le même microbiote en partage. Mais, pour certains aspects, tu disais, il faut s'en remettre finalement lorsqu'on va consommer quelque chose, il faut aussi s'en remettre à son ressenti, il faut s'en remettre à ce que nous disent aussi les spécialistes, les médecins. Mais il est important de faire attention justement à comment on se sent lorsqu'on consomme certains aliments et certaines fibres. Et donc c'est ce côté, comme tu disais, médecine de précision, hein, finalement, c'est propre à chaque individu. Il est possible de mettre en place des éléments communs entre les individus, mais ensuite c'est chaque individu qui va venir moduler de manière précise sa prise alimentaire, sa consommation éventuellement de compléments alimentaires, supplémentaires et donc en fait, il faut être attentif aussi à sa santé. Et je pense qu'un jour, on sera capable de le prédire, ça, je pense vraiment et je pense qu'on n'en est pas si loin, en fait, de pouvoir, via des analyses de microbiote, voir quels seraient les bons types de fibres au bon moment, en fonction des patients, en fonction de la pathologie. Il y a des simples analyses de microbiote. Je pense vraiment qu'on n'en est pas si loin. Je pense que les stratégies de séquençage, on a des approches aujourd'hui qui sont de plus en plus fines, qu'on appelle de la métagénomique en fait, qui permet de séquencer, et d'identifier assez rapidement la composition, bactérienne sans même avoir, accès à la bactérie en elle-même. En fait, on a accès à l'ADN de la bactérie et on arrive très facilement à annoter comme ça les différentes populations, et on peut rentrer dans de la finesse. Aujourd'hui, les coûts, baissent drastiquement. On peut rentrer dans de la finesse et commencer à faire de la dynamique chez certains individus pour voir justement comment ça évolue en fonction de leur prise de certains aliments ou pas. Mais oui, oui, je suis tout à fait d'accord, la précision aujourd'hui et même tu parlais d'essais cliniques, on sait aujourd'hui que l'immunothérapie fait une révolution dans certains cancers et on réalise aujourd'hui ce qu'on cherche aujourd'hui par rapport à ces cancers, c'est de savoir qui vont être les répondants, quelles vont être les personnes qui vont répondre. Et on se rend compte que lorsqu'on adapte parfois le microbiote, l'alimentation, il peut y avoir des réponses meilleures, améliorées et certaines personnes qui ne répondaient pas peuvent commencer à répondre. Donc il commence à y avoir des essais cliniques qui prennent en compte la dimension, microbiote, donc oui, oui, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Ouais, c'est très, très prometteur. En fait, quand on parle avec des oncologues, moi, je collabore un peu sur ces aspects-là et quand on parle avec des oncologues, l'immunothérapie, c'est une source de frustration énorme pour eux parce que ça marche extraordinairement bien, grosso modo, chez un tiers des patients et ça marche pas ou pas du tout, grosso modo, chez 2 tiers des patients et du coup, c'est source de frustration parce que pourquoi un traitement peut aussi bien marcher chez certains et aussi peu marcher chez d'autres? Et clairement, il y a des essais cliniques qui montrent que le microbiote serait un petit peu le rhéostat et du coup, se pose la question éventuellement de faire des transplantations fécales avant l'immunothérapie pour favoriser le succès de l'immunothérapie. Donc vous voyez un petit peu, c'est un exemple parmi tant d'autres où il y a tout un tas d'essais cliniques en cours autour du microbiote pour améliorer la santé de chacun. Ouais. Et c'est quoi pour vous là les domaines de recherche les plus prometteurs en lien avec le microbiote intestinal? Vous parlez du coup du domaine de l'oncologie. Pour moi, ça va être, il y a 2 choses qui sont pour moi en plein boom, ça va être l'aspect, nutrition et
interaction nutrition-microbiote, on est enfin en train de comprendre, alors il nous reste encore beaucoup de choses à faire, mais on est enfin en train de comprendre comment et pourquoi l'alimentation est si importante pour conduire à la santé ou à la pathologie. C'est parce qu'il y a le microbiote en fait entre l'alimentation et la santé et la pathologie. Et du coup, comprendre un petit peu ces interactions, comment certains aliments, via certaines bactéries, conduisent à telle ou telle trajectoire santé. Ça, pour moi, c'est vraiment le truc qui est en plein boom actuellement. Et le deuxième, c'est un petit peu ce qu'on mentionne depuis 5 minutes, c'est l'hétérogénéité des patients, essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut, via des analyses de microbiote, avoir des approches personnalisées. Ça aussi, c'est en plein boom. On a des essais cliniques en cours un petit peu dans tous les pays d'Europe et du monde. Donc, il y a, selon moi, vraiment des très belles choses qui vont arriver sur ces thématiques-là dans les années qui arrivent. Moi, j'en rajouterais peut-être un troisième, si tu me permets, Benoît, c'est toutes les questions aussi de vieillissement et de vieillissement en bonne santé. Le vieillissement est malheureusement inéluctable, hein, on va tous, vieillir. La clé aujourd'hui, c'est d'être en capacité de vieillir en bonne santé et il est vrai qu'on se questionne aussi par rapport à certaines régions du monde qu'on appelle, des zones bleues. Alors bon, il y a tout un débat scientifique autour de ces zones bleues. Il en existe certaines dans le sud de l'Italie, certaines, au Japon et on réalise que ces régions-là, il y a des personnes qui vivent plus longtemps. Alors la question se pose, est-ce que c'est lié à leur alimentation, qui est plus saine? Est-ce que c'est lié à l'endroit dans lequel ils évoluent? Mais moi, je pense que la clé viendra aussi peut-être de l'étude de leur microbiote, puisque comme on sait qu'il peut être modulé par différents paramètres, environnementaux, ça peut être par, la qualité de l'air, ça peut être par, l'alimentation. En fait, c'est vraiment l'interaction avec ce qui nous entoure et ces bactéries peuvent être modulées par tout ce qui nous entoure. Donc, je pense que dans le vieillissement et le vieillissement en bonne santé, le microbiote a un bel avenir. Il y a une super belle étude récente qui comparait des centenaires, donc une personne très âgée, mais qui comparait des centenaires en bonne santé versus des centenaires en mauvaise santé. Et clairement, il y avait une différence assez drastique de la richesse du microbiote. On en revient à la richesse du microbiote qu'on parlait tout à l'heure, où clairement les centenaires en bonne santé étaient arrivés à garder au fur et à mesure de leur vie, malgré leur alimentation, etc., étaient arrivés à garder un microbiote riche, diversifié, tandis que les centenaires en mauvaise santé avaient vraiment perdu cette diversité. Pourquoi? Comment? Est-ce qu'on peut le renverser? Est-ce que des probiotiques à un certain moment clé peuvent freiner cette érosion du microbiote? Voilà encore toutes les questions qu'il nous reste à répondre. Bon, en tout cas, ce sont de bonnes nouvelles puisque c'est impliqué dans plein de choses et on a de quoi faire, en fait, pour améliorer son microbiote. C'est encore entre nos mains, si on peut dire. Merci beaucoup à tous les 2. Est-ce que vous avez, une dernière chose que vous aimeriez, ajouter, avant de conclure, cette masterclass? Moi, je voulais juste déjà vous remercier pour l'invitation, aussi remercier Cure dans sa démarche qui est absolument louable, qui est celle d'essayer de mettre la science au cœur de son innovation, et je trouve ça essentiel aujourd'hui, notamment dans tout ce qu'on a qui se véhicule en termes de fake news, de fausses idées, de donner la parole finalement à des personnes, comme Benoît, expert, dans ces questions-là. C'est vraiment clé, c'est essentiel et si je pouvais ajouter un deuxième aspect, n'hésitez pas, nous on est dans des structures de recherche, publiques, des fondations, parfois, comme la Fondation Pasteur. N'hésitez pas à justement, on a aussi une fondation à l'Institut Cochin, à essayer de participer. Vous pouvez participer activement à cette recherche, soit par des dons, soit en venant, en vous déplaçant, en nous contactant. On fait plusieurs fois des journées scientifiques ouvertes, aussi dans nos structures. Donc voilà, si j'avais un message à véhiculer, c'est continuer à lire de la science, continuer à regarder de la science et le monde ne s'en portera que mieux. Moi, le message, ce serait: «Vive le microbiote». Non, mais blague à part, voilà, de bien garder en tête que toutes ces bactéries, virus, champignons, encore une fois, elles sont en nous, elles habitent en nous. On ne peut pas s'en défaire. On est bloqué avec elles depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Ces bactéries seront là, seront en nous. Ces champignons, ces virus seront là, seront en nous. Donc autant, voilà, vraiment garder en tête qu'il faut en prendre soin au quotidien dans ce qu'on mange, notre activité physique, sportive, nos habitudes alimentaires. Voilà, vraiment garder en tête que toutes ces bactéries, elles sont là et il faut qu'on pense à elles aussi dans notre quotidien, tout comme elles pensent à nous dans notre quotidien. Mmh. Merci beaucoup à tous les 2. C'était vraiment des échanges très intéressants. Avec plaisir. J'espère que vous aurez appris, plein de choses également et en effet, on a le temps, de prendre quelques questions donc allez-y, la parole est à vous. Bonjour, je voulais savoir, enfin, du coup, on a fait un petit parallèle avec la population bulgare qui a apparemment des habitudes plus saines avec des aliments fermentés, alors que nous, Français, on consomme néanmoins des produits fermentés également, des fromages, des vins.
du pain. Donc, qu'est-ce qui fait que nos habitudes à nous sont beaucoup moins saines que le Bulgare? Alors c'était certaines populations, c'était pas la Bulgarie dans le sens large, c'était certaines populations, en fait, et c'était des produits, fermentés laitiers d'origine laitière où, en fait, ils consommaient énormément de fromage frais, de fromage blanc, de yaourt et cetera. C'est d'ailleurs de cet endroit-là qu'ont été isolées les premières bactéries du yaourt. Donc c'était plutôt en lien avec les produits fermentés laitiers, où là, on sait clairement qu'il y a, et du coup, ça a été montré par des méta-analyses, des analyses, que ces produits fermentés laitiers ont vraiment un impact très, très bénéfique sur la santé, le vieillissement et cetera. Ça s'est clairement établi. En France, les produits fermentés, qu'on mange, vont pas forcément, alors le fromage, par exemple, n'a pas forcément les mêmes bactéries. Ça va être plutôt des bactéries au niveau de la croûte, mais pas forcément les mêmes bactéries qui vont être présentes dans le fromage par rapport au yaourt. Tout comme le pain, en fait, qui lors de la cuisson, les bactéries vont disparaître. Donc voilà, c'est des aliments fermentés qui sont différents, en fait, entre les populations. Et je pense que les processus aussi, d'un point de vue justement hygiène drastique, peuvent différer, par rapport aux produits qu'on va retrouver dans le commerce. Il y a des stratégies de stérilisation qui peuvent être drastiques et qui font que finalement on a enlevé ce qui était bon dans ces produits fermentés, ce qui pouvait aider à justement diversifier notre microbiote. Et là, je pense que tu parlais peut-être d'alimentation fermentée, mais de produits qui étaient disponibles au quotidien, qui étaient parfois même produits par les personnes elles-mêmes. Donc, il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte, c'est selon d'où ça vient, la provenance de ces produits peut jouer un rôle Et aussi. l'industrialisation des choses, bien sûr, toujours, ouais. Et le vin, l'alcool, en revanche, c'est pas trop conseillé, non? Alors, c'est compliqué, c'est intéressant à la fois. En fait, il y a des choses qui sont très, très intéressantes. Il y a des composés qui sont vraiment très, très intéressants dans les produits fermentés alcoolisés, notamment les polyphénols dans le vin rouge. Les polyphénols dans le vin rouge, c'est vraiment un allié aussi. C'est un petit peu comme les fibres, ça va nourrir certaines bactéries vont pouvoir, dégrader ces polyphénols et conduire à un impact positif en santé. Le seul problème, c'est que l'alcool, l'impact négatif de l'alcool outrepassera toujours l'impact positif de ces polyphénols. Alors après, c'est pas forcément grave puisqu'en comprenant ces interactions, ces associations, on peut aussi penser à avoir des extraits de polyphénol, des extraits de cranberry et cetera. Il y a des super belles recherches qui sont en cours sur cet aspect-là pour, voilà, s'affranchir de l'impact de l'alcool, extraire ces polyphénols et avoir un petit peu des prébiotiques comme ça à base de polyphénol qui pourraient avoir un impact positif sur le microbiote intestinal, tout à fait, ouais. Bonjour, merci pour cette masterclass. Je l'ai trouvée vachement accessible, donc pour après retransmettre, ça va être aussi sympa. Très souvent, quand on prend des antibiotiques, on nous dit de prendre des levures associées, mais quand on arrive en pharmacie, il y a un choix Ouais. dingue et on ne sait pas trop lesquels prendre finalement. Est-ce que vous auriez des conseils pour nous aider à choisir les bonnes levures? Hem, alors c'est compliqué. Je pense qu'on n'a pas encore toutes les réponses pour cette question-là. Il y a notamment un essai clinique qui avait montré que, ça pourrait aussi alors chez certains patients, c'est pareil, ça s'applique pas forcément au niveau de tous les patients, mais chez certains patients, à la suite d'une prise d'antibiotiques, en fait, de prendre des levures en très grande quantité pourrait, en fait, potentiellement freiner le retour des bonnes bactéries et cetera. Donc moi, à la suite d'une prise d'antibiotiques, je serais plutôt, encore une fois, il nous reste beaucoup de choses à étudier et beaucoup de questions à répondre. Je serais plutôt pour revenir à une alimentation très riche, équilibrée et vraiment s'il y a une période où il va falloir favoriser fruits, légumes, légumineuses, plein de choses différentes, une diversité alimentaire, ça va être à la suite d'un traitement antibiotique puisque là, vous allez nourrir tout un tas de bactéries différentes pour favoriser le retour de cette diversité. Dans cette même étude, en fait, il montrait que le meilleur atout, alors c'était un essai clinique, hein, bien sûr, mais la meilleure chose à faire, c'était en fait une autotransplantation fécale, c'est-à-dire de se dire que on prend un traitement antibiotique, on va décaper, éroder et ce serait juste après de se faire une transplantation de selles. Alors bien sûr, c'est pas applicable au niveau de la population générale et cetera, mais se pose la question, notamment chez les gens qui vont devoir faire de la chimiothérapie sur le très, très long terme, des cures de chimiothérapie, vous savez, où ça revient encore pendant 6 mois, 1 an. On sait très bien que c'est des patients qui ont un microbiote qui est complètement érodé. Se pose la question, en fait, avant de commencer la chimiothérapie, de faire un prélèvement de sel, de le conserver, faire les traitements de chimiothérapie et à la fin, une fois que le cancer est traité, faire une autotransplantation fécale pour restaurer la diversité et la composition initiale du microbiote chez ces donneurs-là. Là encore, c'est de la recherche, hein, il y a encore des essais cliniques qui sont en cours sur ces aspects-là. Juste pour compléter, résumer peut-être un peu la réponse de Benoît sur l'aspect, multifactoriel du microbiote en fait, et de sa modulation qui peut être propre à chaque individu. Donc il est difficile de donner une réponse qui puisse convenir à toutes les personnes qui vont avoir recours à des antibiotiques parce qu'elles ne vont pas réagir non plus de la même façon. Je pense qu'il est nécessaire encore, comme tu disais, la recherche doit se poursuivre pour identifier les paramètres
clés, les quelques paramètres qui vous permettent de dire: «OK, pour telle ou telle personne ou pour tel ou tel patient, il est nécessaire d'avoir recours à telle démarche, à telle stratégie». Mais, on finira par y arriver, on finira par trouver, mais dans l'immédiat, donner un conseil, ça serait difficile, je pense. Est-ce qu'on peut partager le microbiote de ces animaux domestiques et est-ce que Oui, ça a un bien sûr. impact positif ou néfaste sur Ouais, il y avait une super belle étude qui avait été faite, alors il y a longtemps maintenant, il y a 10-15 ans, où en fait c'était aux États-Unis, ils avaient comparé le microbiote au sein de familles en fonction de la présence ou non d'un animal de compagnie et en fait, ils s'étaient rendus compte que au sein d'une famille, les microbiotes ont tendance à être plus communs entre les membres d'une famille. C'est-à-dire qu'on a tendance à partager certaines bactéries avec ses enfants, son partenaire et cetera, par rapport à nos collègues de travail et cetera. Mais que cet échange, cette hem, homogénéité du microbiote, si je puis dire, était favorisée par la présence d'un animal de compagnie qui allait un petit peu, en fait, servir de vecteur entre les différents membres de la famille. Donc il y aurait potentiellement un impact positif, oui, d'avoir un animal de compagnie sur la transmission du microbiote. Encore une fois, là, il nous reste encore des vraiment beaucoup, beaucoup de choses à comprendre. On sait que on va récupérer quelques bactéries lors de la naissance via le microbiote vaginal de notre maman. On sait qu'on va récupérer quelques bactéries via l'allaitement, via le contact avec la peau. On sait qu'on va récupérer quelques bactéries via les aliments qu'on mange. Mais la grande majorité des bactéries qui nous habitent, on ne sait pas du tout d'où elles viennent. Il y a des super belles études qui sont en cours. Il y a une étude qui vient de faire un très très gros papier récemment où ils ont récupéré les couches dans une crèche pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois pour voir l'évolution des bactéries de différents enfants qui vivaient ensemble tous les jours au quotidien dans la crèche. Ils se sont rendus compte qu'il y avait quelques bactéries qui arrivaient comme ça à passer d'un enfant à l'autre. Et une fois qu'ils s'étaient passés à l'autre, cet enfant qu'il avait reçu allait garder cette bactérie sur le très long terme, probablement toute sa vie. Vous voyez qu'il nous reste encore beaucoup de choses à comprendre sur cette transmission bactérie entre individus. Ouais, je pense que les espaces en commun aussi qu'on partage et notamment qu'on est amené à partager, dans les grandes villes, je pense au parc, au bac à sable, au métro, sont aussi des vecteurs majeurs d'échange, de microbiote, et qu'on va découvrir des choses, à l'avenir, très importantes, ouais. On a une question sur le live qui demande quel est le lien entre probiotiques et perte ou prise de poids et quelles souches peuvent être utiles pour ça. Alors là, il y a beaucoup de recherches qui sont en cours, notamment avec des bactéries qui pourraient moduler le métabolisme. On sait qu'il y a des bactéries qui vont pouvoir nous aider à extraire les calories. Si on veut prendre du poids, il y a certaines bactéries qui vont pouvoir nous aider à extraire les calories pour justement favoriser la prise de calories. On sait l'opposé, on sait qu'il y a certaines bactéries qui vont pouvoir être anti-inflammatoires et en étant anti-inflammatoires, vont pouvoir nous protéger contre certaines dérégulations métaboliques, obésité, diabète de type 2. Donc il y a vraiment il y a énormément de recherches d'essais cliniques en cours sur ces bactéries. On pourrait citer Akkermansia mucinifila, il y en a plein d'autres, où vraiment ce seraient des bactéries qui, via leur impact sur la communication avec l'intestin, au niveau immunitaire, au niveau microbiologique, pourraient avoir un rôle sur la prise de poids ou la perte de poids. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de recherches en cours sur ces aspects-là. Bonjour, merci pour votre intervention, très intéressant en effet. Dans la continuité de la question qui a été posée tout à l'heure concernant le lien avec la prise de poids, il me semble que des études sont faites également pour montrer le lien et la corrélation entre le microbiote et les maladies mentales. Tout ce qui peut être du coup dépression, bipolarité, ce genre de choses. Est-ce que c'est des choses que vous regardez? C'est pas des choses que nous, on regarde au laboratoire. On travaille plus sur alimentation et maladies intestinales. Mais c'est des choses que je suis parce que je trouve ça fascinant, je trouve ça vraiment, et puis encore une fois, ça ouvre le champ des possibles. Donc c'est principalement via ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. L'axe, alors c'est bidirectionnel, hein, c'est-à-dire ça fonctionne dans les 2 sens. Il y a plusieurs voies de communication. Il y a le nerf vague, hein, qui relie le cerveau à l'intestin. Il y a via les petits métabolites aussi, donc ces bactéries, je vous le disais, les postbiotiques, les métabolites, ou des petites molécules qui vont être synthétisées au niveau de l'intestin, vont pouvoir circuler dans le sang et avoir des effets au niveau central. Il y a aussi l'inflammation intestinale, la régulation du système immunitaire au niveau intestinal peut avoir un rôle aussi au niveau central. Et clairement, il y a des liens très très forts entre intestin et santé mentale, notamment dépression, stress, anxiété. Il y a des super belles, alors super beau, je sais pas si on peut dire que c'est super beau, mais quand on prend des microbiotes de personnes atteintes de stress chronique ou d'anxiété, qu'on les transfère à des souris, ça peut être suffisant, certains microbiotes peuvent être suffisants pour transmettre le stress et l'anxiété à la souris. Pareil pour Parkinson, Alzheimer. Alors c'est pas le microbiote qui conduit à Parkinson, Alzheimer,
mais la chronicité, la sévérité, la rapidité d'évolution de la maladie, très probablement le microbiote pourrait jouer un rôle dans ces aspects-là. Donc là aussi, on en revient à cette stratification, quel serait le bon microbiote pour quel patient? Il y a tout un tas de recherches, actuellement sur cet aspect-là et l'axe intestin-cerveau, clairement, ça va encore une fois, je pense, mener à des applications cliniques qui seront fascinantes. Je pense que le deuxième aspect qui est extrêmement intéressant pour ça, c'est que les thérapeutiques actuelles qui sont proposées à ces personnes peuvent avoir des effets secondaires assez drastiques, assez dramatiques et donc pouvoir disposer entre guillemets d'approches qui, par la modulation du microbiote, permettraient de limiter ces effets secondaires et avoir presque une approche «naturelle» entre guillemets, à proposer à ces patients-là, ça va être vraiment essentiel à l'avenir. Mais vous avez très bien, vous avez utilisé le très bon terme, vous avez parlé de corrélation et c'est très difficile de démontrer la causalité. C'est-à-dire, on est capable de dire: «Ça corrèle, ça évolue de la même façon», mais enfin, quelle est la cause, de l'effet qui est observé? C'est difficile à démontrer, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut encore beaucoup, beaucoup des quand on touche à des, troubles mentaux, ce qui est difficile aussi, c'est dans la stratification d'être sûr que la personne présente bien le trouble mentaux caractéristique, bien le caractériser, bien l'identifier. Donc ça demande des expertises multiples, que ça soit côté, médical, mais aussi côté recherche. Ça demande aussi d'avoir des expertises très pointues, mais c'est extrêmement prometteur. Certains résultats, du moins obtenus en préclinique sont extrêmement prometteurs. J'ai une dernière question sur les bactéries. On parle beaucoup de bonnes bactéries et de mauvaises bactéries. Est-ce que ces bactéries peuvent évoluer au contact de certains aliments ou est-ce qu'il reste tout le temps des bonnes bactéries ou des mauvaises bactéries? Ouais, c'est un concept, hein, mais oui, oui, non, bien sûr, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'une bonne bactérie alors déjà, une bonne bactérie peut être bonne pour certains individus, pas forcément pour l'intégralité des individus. Et bien sûr, il y a des évolutions. Nous, on travaille un petit peu sur ça au laboratoire et en fait, avec certaines bactéries modèles, on est capable de montrer que certaines bactéries vont plutôt être des symbiontes, donc des bactéries qui vont être là, ni forcément bénéfiques, ni forcément négatives, mais voilà, elles vont être là parce qu'il fait chaud, il y a à manger, il y a à boire, elles sont bien et qu'en fait, certains additifs vont pouvoir venir agresser, perturber ces bactéries. En fait, ça va agir comme des perturbateurs de ces bactéries, des stress et ces bactéries, du coup, vont devenir, en étant agressées par ces additifs, vont devenir plus pro-inflammatoires. Donc il y a clairement de l'évolution qui se passe au niveau de l'intestin et cette balance, en fait, elle évolue un petit peu au quotidien, donc on en revient à cette alimentation riche, équilibrée, essayer d'éviter au maximum ces additifs, favoriser, les prébiotiques pour nourrir les bonnes bactéries du microbiote et cetera et cetera. Mais ouais, clairement, cette balance évolue au quotidien. Ouais. Je pense que c'est extrêmement dynamique et qu'il y a aussi des bactéries qui peuvent être en soutien d'autres bactéries qui sont présentes. Donc je pense que le dynamisme doit être assez phénoménal dans cet écosystème et en effet, comme tu dis, c'est plus des notions relatives, c'est-à-dire qui vont s'appliquer à un terrain donné, à une personne donnée, parfois à une population donnée, et c'est multifactoriel. Donc ça peut être lié aussi, à votre génétique, à vos habitudes de vie qui peuvent rendre certaines bactéries, plus ou moins intéressantes, pour notre microbiote et pour notre bien-être. On parle du coup beaucoup de dysbiose, mais à quel moment on sait qu'on en a une? Et quels sont les signes? On commence maintenant à se dire que parfois la peau peut nous parler, mais comment on peut savoir qu'on a besoin d'intervenir et qu'on a On finit pas par la question la plus simple. Oui. Ouais, alors la dysbiose, qu'est-ce qui caractérise la dysbiose? Ça va être très principalement une perte de diversité. Encore une fois, on en revient toujours à cette diversité. Ça va être le fait de perdre l certaines bactéries. Au lieu d'avoir des centaines et des milliers d'espèces, on va, vraiment en perdre et avoir cette érosion du microbiote. Ça, c'est vraiment ce qui caractérise la dysbiose, bien sûr en lien avec une pathologie. Après, est-ce qu'on est capable avec des tests de microbiote de prédire et d'identifier une dysbiose? Je pense vraiment que dans un futur proche, on en sera capable. C'est pas encore forcément aussi simple. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir juste parce que la veille, on n'a pas très bien mangé, on va avoir une perte de diversité temporaire. On pourrait croire qu'on est en dysbiose. En fait, il suffit qu'on remange bien le lendemain, cette diversité va revenir. C'est-à-dire que ça, c'est relativement stable, mais tout est relatif et ça évolue, ça fluctue quand même au fur et à mesure du temps et du jour. Donc voilà, la dysbiose, ça reste un peu un concept. Qu'est-ce qui la caractérise, cette perte de diversité? Est-ce qu'on est capable de la diagnostiquer, si je puis dire? Pas encore, mais je pense qu'on va bientôt y arriver. Je pense que ce qui est aussi compliqué de dire, c'est est-ce que la dysbiose est responsable de la pathologie qu'on observe ou est-ce qu'elle est la conséquence de la pathologie qui est survenue? Nous, on a le cas, par exemple, dans certains patients, qui ont des polypes, assez récurrents, et dont on n'arrive pas à expliquer l'origine génétique, où on soupçonne, et on a même montré qu'il existait une dysbiose dans certains de ces polypes, mais qui n'était pas présente dans l'intestin de manière générale sur certains prélèvements qu'on avait chez ces patients.
mais on est en incapacité de dire est-ce que finalement cette dysbiose qu'on observe dans les polypes, elle est due au polype qui est présent, ou est-ce que c'est elle qui a causé ces polypes dans un endroit donné. Mais donc il faut encore pas mal de recherches et peut-être des collaborations futures pour essayer de démontrer ces aspects-là. Ouais. Génial, bah, merci beaucoup à tous et à toutes pour, votre attention, pour vos questions. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.